Cet homme qui paraît pantois quand on lui pose une question n'est pas n'importe qui. Pour la première fois, la légende du manga de combat était présent à la Japan Expo. Un homme qu'on ne devrait plus vraiment présenter, tant le manga qu'il a créé est devenu un phénomène, aussi bien sur les réseaux qu'ailleurs. On connaît tous la famille Hanma aujourd'hui, ainsi que tout le casting incroyable qui compose cette merveilleuse série. Mais allons plus loin que ça. Regardez attentivement cet homme. Il est plutôt mince, porte de petites lunettes rondes légèrement teintées, des vêtements amples mais élégants, et affiche un sourire calme, presque timide. Il a l'air d'un grand-père bienveillant, d'un artisan paisible, ou au mieux d'un intellectuel retiré du monde. Pourtant, cet homme est le cerveau le plus brutal, le plus viscéral et le plus obsessionnel de l'industrie du manga. Son nom, Keisuke Itagaki. Enfin, à l'origine, il s'appelle Hiroyuki Itagaki. C'est en tant qu'artiste qu'il aurait pris Keisuke, qui viendrait, et je le dis au conditionnel, de Keisuke Ibaraki, qui est le protagoniste principal du manga de Kazuo Koike, Kizu Obito. Mais il viendrait aussi du prénom de sa femme, qui s'appelle Keiko. Bon, vous n'êtes certainement pas le sans savoir, il est le créateur de Grappler Baki, une saga aujourd'hui légendaire qui, en plus de 30 ans d'existence, a dépassé le cap phénoménal des 100 millions d'exemplaires vendus. Dans son univers, les hommes ne se contentent pas de se battre, ils s'arrachent les nerfs, arrêtent des séismes en frappant le sol, terrassent des ours à main nue en repoussant des limites de l'anatomie humaine jusqu'à la pure monstruosité. Il est impossible d'être passé à côté de ce phénomène, à côté de Baki, notamment grâce aux shorts, aux TikTok, qui mettent en avant justement tous les excès des personnages de Baki, en particulier Yujiro Hanma. Tout le monde maintenant connaît Yujiro Hanma, et en plus la série a été rendue populaire grâce à Netflix notamment. Mais on y reviendra plus tard. En revanche, ce que la plupart des spectateurs ignorent, c'est que la vie d'Itagaki est au moins aussi extrême, douloureuse et fascinante que celle de ses personnages. Avant de poser ses plumes sur le papier pour donner vie à des monstres de foire, cet homme a testé les limites de sa propre chair. Il a été un parachutiste d'élite au sein de l'unité la plus redoutable de l'armée japonaise. Il a été un boxeur amateur de niveau national, habitué à l'odeur du sang et du cuir sur le ring. Il a été un patient condamné au silence, frôlant la mort sur un lit d'hôpital à cause d'une maladie foudroyante. Comment alors un soldat d'élite brisé par le destin s'est-il réinventé à l'âge de 30 ans pour devenir l'un des mangaka les plus influents de sa génération? Aujourd'hui, on va donc se plonger dans les coulisses de la création de Baki. Alors installez-vous confortablement, car voici l'histoire vraie de Keisuke Itagaki. Pour comprendre la trajectoire de Keisuke Itagaki, il faut remonter à ses origines, là où le froid et la rigueur industrielle forgent les caractères. Il naît le 4 avril 1957 à Kushiro, une ville portuaire et industrielle située sur la côte est de l'île d'Hokkaido. Hokkaido est la région la plus septentrionale du Japon, réputée pour ses hivers interminables, ses tempêtes de neige aveuglantes et sa nature sauvage presque hostile. Kushiro, à cette époque, est en plein essor économique, mais reste une ville rude, dominée par les usines de papier, la pêche industrielle et les mines de charbon. Keisuke grandit dans une famille modeste de la classe ouvrière. Le quotidien est simple, rythmé par le travail physique et la discipline. Dès l'âge de 3 ans, le jeune Keisuke développe une passion dévorante pour le dessin. C'est sa première échappatoire. Dans des bouts de papier récupérés, il dessine tout ce qu'il voit, mais très vite, ses yeux d'enfant se tournent vers une autre forme d'art, le corps humain en action. Dans les années 1960 et 1970, le Japon traverse un véritable âge d'or pour les arts martiaux et la culture physique. C'est l'époque où le karaté s'exporte dans le monde entier et où une figure en particulier fascine toute la jeunesse japonaise. Masutatsu Oyama, plus connu sous le nom de Mas Oyama. Ce maître légendaire est le fondateur du Kokushin Kaikan, un style de karaté révolutionnaire basé sur le combat à frappe réelle sans protection. Oyama est célèbre pour ses démonstrations de force surhumaine, notamment ses combats contre des taureaux qu'il terrassait à main nue ou dont il brisait les cornes d'un seul coup de tranchant de main. Pour le jeune Itagaki, qui se trouve alors dans cette période charnière de l'adolescence où l'on cherche des modèles de virilité et de puissance, Oyama devient une obsession divine. Il ne veut pas simplement admirer cette force, il veut la ressentir dans ses propres muscles. À l'adolescence, il s'inscrit donc au club de Shorinji Kenpo de son lycée. Le Shorinji Kenpo, c'est pas seulement un sport de combat, c'est un art martial d'autodéfense intégrant une dimension spirituelle et philosophique forte, basée sur l'équilibre entre la force et l'amour. Inspiré
inspiré du bouddhisme zen. Itagaki s'y jette à corps perdu. Il s'entraîne tous les jours, répétant les mêmes gestes des milliers de fois jusqu'à ce que ses mains saignent et que ses articulations se verrouillent par réflexe. Sa rigueur est telle qu'il décroche sa ceinture noire et atteint le grade de 2e dan. Mais le Shorinji Kempo ne lui suffit pas. Il veut tester l'impact direct, sans fioriture spirituelle. Il pousse la porte d'une salle de boxe anglaise amateur. Là, sur le ring, il apprend une leçon fondamentale qu'aucun livre de dessin ne pourra jamais lui enseigner, la physique de la violence. Il apprend comment le poids du corps se transfère du pied jusqu'au poing, comment une esquive de quelques millimètres peut sauver une mâchoire, et surtout, quel effet cela fait de recevoir un direct en plein visage. Cette expérience directe du combat va formater son cerveau. Itagaki commence à analyser les corps non pas comme des objets esthétiques, mais comme des machines de guerre biomécaniques. Chaque muscle a une fonction d'attaque ou de défense. Chaque cicatrice raconte donc une histoire. C'est donc ici qu'il a sa première expérience, et sa grosse expérience, qui va forger tout le reste. En 1977, Keisuke Itagaki a 20 ans. Il est en pleine possession de ses moyens physiques, mais il ressent un vide. Le sport de combat en club ne lui suffit plus. Il veut se confronter à l'extrême absolu. Il veut savoir ce qui se passe lorsqu'on retire tout le confort de la vie moderne à un homme pour ne lui laisser que sa volonté brute. Il décide alors de s'engager dans les forces terrestres d'autodéfense japonaises, le JGSDF. Mais fidèle à son obsession de la difficulté, il refuse les unités régulières. Il postule pour intégrer l'unité d'élite la plus prestigieuse, la plus redoutée et la plus éprouvante de tout l'archipel nippon, la première brigade parachutiste de Narashino, connue sous le nom de Daiichi Kutedan. Pour bien comprendre ce que représente Narashino, il faut savoir que cette unité est le fer de lance des forces de réaction rapide du Japon. Leurs méthodes d'entraînement sont si intenses qu'elles éliminent plus de 90% des candidats dès les premières semaines. On appelle souvent ce camp l'enfer vert. Les recrues doivent subir des épreuves physiques hors du commun, des sauts à ouverture automatique et commandes à basse altitude, de jour comme de nuit, par des vents violents qui menacent de vous écraser au sol, des marches forcées de 100 km à travers les montagnes, sans sommeil, avec un pactage complet pesant plus de 40 kg, le tout sous la pression constante d'instructeurs sadiques dont le but est de briser mentalement les soldats, et des exercices de survie extrêmes dans les forêts d'Hokkaido et d'Okinawa, où les recrues doivent se nourrir d'insectes, de serpents et d'herbes sauvages. Ouais, on dirait carrément un entraînement à la Kengan Ashura ou ce genre de bail. On est vraiment pas loin de Baki. Itagaki va alors passer 5 années entières au sein de cette unité d'élite. 5 ans à sauter d'avion en plein vol, à ramper dans la boue glacée et à repousser les limites de la privation de sommeil. Durant son service militaire, son talent pour la boxe anglaise est rapidement repéré par ses supérieurs. L'armée, soucieuse de briller dans les compétitions inter-armes, l'intègre à son équipe de boxe officielle. Itagaki s'entraîne comme un professionnel. Il est sélectionné pour représenter sa division militaire au Kokutai, le festival national des sports du Japon. C'est l'équivalent en fait des Jeux Olympiques nationaux, une compétition d'un niveau technique extrêmement élevé où s'affrontent les meilleurs athlètes du pays. Monter sur le ring du Kokutai, sous les couleurs de la première brigade parachutiste, est un honneur immense, mais aussi une pression titanesque. Itagaki y livre des combats d'une rare violence, perfectionnant encore et toujours sa science de l'esquive, du contre-croisé et de la gestion de la douleur. Et cette expérience de parachutiste d'élite et de boxeur militaire est le véritable acte de naissance artistique d'Itagaki. C'est ici qu'il a compris la différence fondamentale entre la théorie et la pratique de la violence. Quand Itagaki dessine un personnage épuisé, dont les poumons brûlent et dont les muscles refusent d'obéir, il ne l'invente pas, il se rappelle Narashino. Quand il dessine l'onde de choc d'un coup de poing qui traverse les os d'un personnage pour ressortir par son dos, il ne le fait pas que par fantaisie stylistique. Il projette la mémoire de chaque coup qu'il a donné et reçu sur les rings de Kokutai. En 1982, Keisuke Itagaki a 24 ans. Il est au sommet de sa condition physique. C'est une machine de guerre humaine de 1m70, de muscles striés, aguerri par les exercices de survie et les combats sur le ring. Son avenir au sein de l'armée semble tout tracé, et il envisage même d'évoluer vers des postes d'instructeur de combat au corps à corps. Mais le destin a d'autres plans pour lui, un plan d'une ironie dramatique absolue. Lors d'un examen médical de routine, obligatoire pour maintenir son statut de parachutiste actif, les médecins de l'armée découvrent une anomalie dans ses analyses de sang. Le diagnostic tombe comme un coup près. Itagaki est infecté par le virus de l'hépatite B. Alors, à l'époque, dans les années 80, l'hépatite B est une infection hépatique grave, très redoutée en raison de ses risques de complications chroniques, comme la cirrhose
tuberculose ou le cancer du foie. Pour l'armée japonaise, c'est un verdict sans appel. Les normes d'aptitude physique des forces d'élite ne tolèrent aucune faiblesse immunitaire ou infectieuse de ce calibre. Du jour au lendemain, sans ménagement, Kazuki Itagaki subit une démobilisation médicale forcée. Il est éjecté de l'armée, ses rêves de gloire militaire, ses frères d'armes de Narashino, ses entraînements quotidiens, tout s'évapore en quelques secondes. Itagaki est donc hospitalisé pendant de longs mois pour traiter la maladie et stabiliser son état. Pour cet homme d'action qui n'a vécu que par et pour l'effort physique extrême, cet alitement forcé est une torture psychologique. Privé de mouvement, condamné au silence et à la solitude d'une chambre d'hôpital, il fait face à un vide existentiel immense. Que vaut un soldat d'élite sans son armée ? Que vaut un boxeur sans son ring ? C'est dans ce moment de vulnérabilité totale, face à la possibilité de sa propre déchéance physique, qu'Itagaki a une révélation. Il repense à sa petite enfance à Kushiro, à cette époque où il n'avait pas besoin d'être fort pour exister, car il lui suffisait d'un crayon pour créer des mondes. Il comprend que si son corps physique est faillible et peut le trahir à tout moment, son esprit, lui, peut créer des êtres éternels qui ne tomberont jamais malades. Sur son lit d'hôpital, il recommence à dessiner d'une manière presque frénétique. Bon, c'est décidé, puisqu'il ne peut plus être un combattant dans le monde réel, il sera le créateur des plus grands combattants du monde de l'art. Il sera mangaka. Mais le chemin de la rédemption est pavé d'obstacles. Lorsqu'il sort enfin de l'hôpital, Itagaki a 25 ans. Il est affaibli, n'a plus de salaire régulier et surtout il n'a aucune formation artistique professionnelle. Au Japon, l'industrie du manga est ultra compétitive et la plupart des auteurs commencent comme assistants dès l'âge de 18 ans. Itagaki a accumulé un retard immense. Pendant près de 5 ans, de 1982 à 1987, il traverse une période de galère noire. Pour payer ses factures, s'acheter du matériel d'ancrage et nourrir sa famille, il enchaîne les petits boulots épuisants. Il travaille notamment comme réceptionniste de nuit dans un hôtel de Tokyo. C'est un travail monotone, mais qui lui offre une ressource précieuse, du temps. Durant les longues heures creuses de la nuit, alors que l'hôtel dort, Itagaki transforme son comptoir en atelier de dessin de fortune. Il étudie des livres d'anatomie médicale, s'exerce à la perspective, recopie les planches des maîtres et dessine jusqu'à ce que ses doigts se crispent sur la plume. Il dort à peine 2 ou 3 heures par jour, retrouvant la discipline de fer qu'on lui avait enseignée à Narashino, mais cette fois-ci au service de son art. En 1987, Itagaki atteint l'âge de 30 ans. À cet âge, la majorité des apprentis mangaka ont déjà abandonné leurs rêves pour se retrouver vers des carrières plus stables. De plus, Itagaki est désormais marié et père. La pression financière est immense. S'il veut percer, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est sa dernière chance. C'est alors qu'il prend une décision audacieuse. Il utilise ses dernières économies pour s'inscrire au Gekiga Sonjuku. Bon, le Gekiga Sonjuku n'est pas une école de dessin ordinaire. C'est une académie privée ultra sélective fondée par une légende vivante de l'écriture, Kazuo Koike. Pour les amateurs de bande dessinée japonaise, Kazuo Koike est un géant. Il est le scénariste de chefs-d'œuvre absolus du manga pour adultes, tels que Lone Wolf and Cub, Lady Snowblood ou Crying Freeman. Koike est le maître incontesté du Gekiga, ce courant artistique né à la fin des années 50 qui propose des histoires sombres, réalistes, violentes et matures, en totale rupture avec les productions enfantines de l'époque. Koike ne s'intéresse pas vraiment à la propreté du trait de ses élèves. Ce qu'il enseigne, c'est la psychologie de la narration et la création de personnages. Lors de sa première leçon, il prononce une phrase qui va s'ancrer profondément dans le cerveau d'Itagaki. Un scénario bien ficelé, des rebondissements astucieux, les gens finiront toujours par les oublier avec le temps. Mais un personnage au charisme écrasant, une icône graphique et psychologique survivra éternellement dans l'esprit du lecteur. Cette leçon est une révélation pour Itagaki. Il comprend que pour captiver ses lecteurs, il ne doit pas simplement dessiner des combats techniques du karaté ou de boxe, il doit créer des monstres de charisme. Des personnages si mémorables que le simple fait de les voir immobiles à l'écran génère une tension dramatique insoutenable. C'est sous l'influence directe de l'école de Koike qu'Itagaki commence à affiner son style graphique unique. Il rejette la géométrie classique et les proportions académiques. Il commence à exagérer les traits physiques pour traduire visuellement la force intérieure des personnages. Si un personnage est fort, ses muscles doivent ressembler à des cordages d'acier sous tension. S'il est en colère, ses veines doivent gonfler jusqu'à menacer de rompre sa peau. En 1989, après avoir terminé sa formation auprès de Koike, il fait ses débuts officiels avec un manga court intitulé Make-Upper. L'histoire d'un maquilleur professionnel capable de transformer le visage des gens. Alors c'est un succès d'estime, mais ce n'est pas encore l'œuvre qui va changer sa vie.
Le véritable séisme survient en octobre 1991. Dans les pages du magazine Weekly Shonen Champion, un hebdomadaire réputé pour ses titres d'action audacieux, Itagaki publie le premier chapitre d'une œuvre qui va redéfinir le manga de baston pour les 3 décennies à venir. Grappleur Baki. Le public japonais découvre un adolescent de 17 ans, Baki Hanma, qui s'entraîne de manière inhumaine pour accomplir un seul objectif: surpasser l'homme le plus fort de la Terre, son propre père, et terrifiant Yujiro Hanma. Le succès est immédiat, fulgurant et ne s'arrêtera plus jamais. Aujourd'hui, avec plus de 30 ans de publication ininterrompue, l'univers de Baki n'est plus qu'un simple manga. C'est un empire culturel d'une longévité exceptionnelle, bien devant One Piece ou d'autres mangas aujourd'hui très longs. Une série qui a un impact titanesque à travers le monde. D'abord, parlons vente. La franchise Baki fait partie du cercle ultra fermé des mangas ayant dépassé la barre mythique des 100 millions d'exemplaires en circulation. Pour vous donner un ordre d'idée, cela place Itagaki aux côtés des légendes comme Akira Toriyama, Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto. C'est une performance d'autant plus incroyable que Baki est une œuvre extrêmement ciblée, centrée uniquement sur les arts martiaux et la violence graphique, sans les éléments de fantasy grand public des autres shonen. Cette saga monumentale est divisée en 6 séries majeures successives, cumulant aujourd'hui plus de 155 volumes reliés. Tout d'abord avec Grappleur Baki, qui est la première série, avec 42 tomes, la série fondatrice qui pose les bases du tournoi de l'ombre à l'arène souterraine du Tokyo Dome. Ensuite, on a eu Baki, entre 99 et 2005, avec 31 tomes. C'est la saga mythique des condamnés à mort évadée, qui cherchent tous à connaître la défaite à Tokyo. Ensuite, on a eu Hanma Baki, entre 2005 et 2012, avec 37 tomes, qui est la préparation finale et le combat dantesque de Baki contre son père Yujiro. Ensuite, on a eu Bakidou, de 2014 à 2018, avec 22 tomes, qui est l'introduction du clonage scientifique pour amener à la vie le samouraï légendaire Miyamoto Musashi. Ensuite, Bakidou, mais sans le tirer cette fois, de 2018 à 2023, avec 17 tomes, qui est un focus intense sur le sumo ancestral japonais à travers la figure de Nomi no Sukune 2. Et enfin, Baki Rain, depuis 2023, en cours de parution, qui explore les limites de l'évolution des personnages secondaires, notamment Jack Hanma. À côté de ça, il a fait Make Upper en 3 tomes, un manga très humoristique et décalé qui suit un esthéticien capable de relooker n'importe quel cas désespéré avec une approche bien à lui. On a aussi Garoden en 25 tomes, qui est une adaptation de roman de Baku Yume Makaru et qui ressemble un peu à Baki sans les excès. Garoden Boy ensuite en 2 tomes, cette fois c'est un préquel qui s'intéresse à la jeunesse et aux premières années du protagoniste. Dogesen en 3 tomes, qui est un truc assez conceptuel où le héros règle absolument tous les conflits avec des excuses à genoux, le Dogeza. Shaman en 3 tomes, un autre manga sur la courbette et l'humilité, mais cette fois-ci poussé à un niveau spirituel et psychologique. Et enfin, Jiden Itagaki Keisuke Jietai Hiroku en 1 tome, qui est un manga autobiographique qui compile plusieurs histoires courtes basées sur la jeunesse d'Itagaki lorsqu'il était parachutiste d'élite. Mais au-delà du format papier, l'impact de Baki a connu une véritable seconde naissance mondiale grâce à son adaptation en animé par le studio TMS Entertainment, diffusé mondialement sur Netflix à partir de 2018. Avant cette date, l'œuvre d'Itagaki était perçue en Occident comme une curiosité vintage des années 90, difficile d'accès. Netflix a transformé cette œuvre de niche en un véritable phénomène de la culture pop mondiale. Les combats ultra stylisés, les dialogues surréalistes d'explications scientifiques des techniques et l'esthétique démesurée ont conquis une nouvelle génération de spectateurs. Baki est devenu une source d'inspiration majeure pour la communauté internationale du fitness et de la musculation sur les réseaux sociaux. Sur TikTok et YouTube, des millions de vidéos de Baki pose ou d'entraînement inspirés de la série accumulent des milliards de vues. Des athlètes de haut niveau, des combattants d'UFC comme Israel Adesanya et des culturistes professionnels revendiquent l'influence d'Itagaki dans leur discipline. Baki a réussi à transcender le médium du manga pour s'inscrire directement dans la culture sportive mondiale. Aujourd'hui d'ailleurs, le manga est si reconnu que Yujiro est enfin présent dans Tekken 8 après tant d'années où les fans l'ont réclamé. C'est une victoire. Mais alors, comment Itagaki parvient-il à dessiner des corps comme ça, aussi anatomiquement exagérés?
En fait, dans son atelier de Tokyo, Itagaki conserve d'immenses classeurs d'archives méticuleusement fermés. À l'intérieur, pas de manga de ses concurrents, mais des milliers de coupures de presse issues de magazines du culturisme américain des années 70 et 80, notamment de l'âge d'or du concours Mister Olympia. Itagaki voue une admiration sans borne aux physiques légendaires de cette époque, comme ceux d'Arnold Schwarzenegger, de Ronnie Coleman, de Dorian Yates ou du mythique Sergio Oliva, qui a d'ailleurs inspiré directement le personnage de Biscuit Oliva dans le manga. Mais ce qui fait le génie d'Itagaki, c'est qu'il ne se contente pas de copier ses physiques, il applique ce qu'on pourrait appeler une anatomie hyperbolique. Il prend chaque groupe musculaire, les deltoïdes, les trapèzes, les abdominaux, et les pousse à leur paroxysme biomécanique théorique. L'exemple le plus célèbre, c'est évidemment le Demon Back, la signature physique de la lignée Hanma chez Yujiro Ebaki. Lors d'une contraction extrême des muscles grands dorsaux, des rhomboïdes et des trapèzes, les fibres musculaires se positionnent d'une manière telle qu'elles forment des traits d'un visage de démon grimaçant. Alors bien sûr, c'est physiologiquement impossible, on le sait tous, mais ça s'appuie sur de vraies connaissances qu'il ensuite exagère de toutes parts parce que c'est plus sympa comme ça. L'auteur s'amuse également à réinventer la biologie humaine à ses fins narratives. C'est lui qui a introduit l'idée que les larmes d'un homme fort ont une densité chimique différente, que la mâchoire de Jack Hanma peut broyer du titane grâce à une opération chirurgicale, ou que le cerveau de Baki peut sécréter des doses massives d'endorphine sur commande en mimant l'attaque d'une menthe religieuse géante de 100 kg. Alors ce qu'on sait moins sur Itagaki, c'est tout ce qui concerne sa famille. En fait, il a 3 filles, mais l'une d'entre elles est plus que les autres. Et c'est normal, puisqu'on a appris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il est le père biologique d'une autre mangaka star de renommée, à savoir Paru Itagaki, la créatrice du chef-d'œuvre acclamé par la critique Beastars. Pendant de nombreuses années, le lien de parenté entre Keisuke et Paru a été gardé secret par la maison d'édition Akita Shoten. Paru, qui apparaît toujours en public avec un masque de poulet pour préserver son anonymat, refusait catégoriquement que son succès soit associé au nom de son illustre père. Elle voulait prouver sa valeur par elle-même. Ce n'est qu'en 2019, après que Beastars a remporté les récompenses les plus prestigieuses du Japon, dont le prestigieux Manga Taicho et le prix culturel Tezuka Osamu, que la filiation a été officiellement révélée lors d'une interview croisée légendaire entre le père et la fille. Et là on a un contraste assez saisissant entre les deux. Le père qui dessine des hommes hyper masculins au corps surdéveloppé et qui règle leurs problèmes par la violence pure dans un monde ultra réaliste, et la fille, Paru, qui dessine des animaux anthropomorphes dotés d'une sensibilité exacerbée, explorant des thèmes philosophiques complexes comme la discrimination, la répression des instincts et la quête d'identité sexuelle. Pourtant, on retrouve quand même chez le père comme chez la fille cette même obsession fascinante pour la physicalité des corps, le comportement animal et la gestion de la bestialité humaine. Deux génies d'une même lignée, chacun à un bout du spectre de l'art narratif japonais. Alors aujourd'hui, à près de 70 ans, Keisuke Itagaki n'a rien perdu de sa superbe ni de sa fureur créatrice. Chaque semaine, il s'installe devant sa table à dessin, avec la même rigueur, la même rage et la même obsession du détail anatomique qu'à l'époque où il travaillait de nuit dans son hôtel de Tokyo. Son passé de parachutiste de l'extrême, sa blessure de guerre intime contre la maladie et ses années de formation rigoureuse ont fait de lui un auteur à part. Il n'est pas un simple raconteur d'histoire, il est un explorateur de la condition physique humaine. À travers Baki, il a prouvé que la véritable force ne réside pas uniquement dans le volume des muscles ou l'efficacité d'un coup de poing. La véritable force, c'est cette volonté indomptable de transformer la douleur du monde réel en une œuvre d'art éternelle. La vie l'a brisé à 24 ans en le privant de son corps de soldat, mais son esprit a pris le relais pour bâtir l'arène de combat la plus résiliente, la plus folle et la plus influente de l'histoire du manga. Si cette plongée approfondie dans la vie incroyable de Keisuke Itagaki vous a passionné, n'hésitez pas à soutenir le travail. Laissez un pouce bleu, pour aider l'algorithme à propager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur pourquoi pas d'autres auteurs. Et dites-moi dans l'espace commentaire quel est le personnage ou le combat de Baki qui vous a le plus marqué et pourquoi.